Ok, bonjour tout le monde. On est en train d'expliquer la séance 3 du chapitre 7 et la dernière en fait du chapitre 7 qui s'intitule Réaction entre un acide faible et une base forte et notamment le contraire. Donc commençons par citer les objectifs. Les objectifs sont d'indiquer l'effet de la dilution sur le volume de la base à l'équivalence dans le cas où la base est ajoutée de la burette ou le cas contraire sur le volume de l'acide ajouté. Il faut aussi indiquer l'effet de cette dilution sur le pH à l'équivalence, sur le pH initial, sur le pH de demi-équivalence lors du dosage acido-basique. En réalité, il n'y a rien de nouveau ici. Tous ces effets en fait peuvent être tirés à partir d'une séquence logique ou bien d'une pensée logique, tout ce que vous avez déjà. Mais quand même, nous, on a envie de les citer pour que tout soit implicite. Il faut choisir un indicateur coloré convenable à un dosage donné. Et finalement, il faut reconnaître comment préparer une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée, ce qu'on appelle une solution tampon. Donc commençons par le premier objectif. En fait, quel est l'effet de l'ajout de l'eau distillée dans le bécher sur le volume VBE, pHe comme on a dit, et pH initial et pH équivalence? On est dans le cas où l'acide est dans le bécher et la base est dans la burette. Donc, nous, on connaît bien que lors du dosage acido-basique, on ajoute de l'eau distillée dans le bécher pour immerger l'électrode du pH mètre. Voilà, ça c'est l'appareil du dosage. Ici, il y a la base qui est dans la burette et l'acide qui est dans le bécher. Et quand on arrive à l'équivalence, le voilà, ça c'est le volume de l'équivalence. Il y a quelques OH- qui sont ajoutés de la burette et qui ont réagi avec HA selon leur coefficient stoichiométrique. Donc, il n'y a plus de HA dans le bécher lors de l'équivalence. Il y a tout simplement de A-. Maintenant, quel est l'effet de l'ajout de l'eau distillée à ce bécher au début sur VB équivalence? En fait, lors de l'addition de l'eau distillée, le nombre de moles de HA initial est conservé. Alors, le volume de la base nécessaire à ajouter ici pour qu'on obtienne l'équivalence est constante. Ça, c'est déjà vu dans le cas du dosage d'un acide fort avec une base forte aussi. Donc, c'est la même. Puisque le nombre de moles est la même, donc, et la concentration de la base n'a pas changé parce que c'est déjà mis dans la burette selon une concentration donnée. Donc, le VB à l'équivalence est constante et par suite, il n'y a pas d'effet de dilution sur le volume de la base ajoutée de la burette à l'équivalence. Maintenant, quel est cet effet sur le pH à l'équivalence? Étant donné qu'il s'agit d'un dosage d'un acide faible par une base faible, on connaît bien qu'à l'équivalence, il y a la base conjuguée à moins. La concentration de cette base conjuguée va diminuer, en fait, car on a ajouté le volume de l'eau dans le bécher, ce qui augmente, comme s'il s'agit, ça veut dire d'une dilution. Même si le nombre de moles de A- reste constant à l'équivalence, cependant, la concentration va diminuer. Donc, le pH à l'équivalence diminue, mais reste basique, étant donné que toujours, dans le cas d'un dosage d'un acide faible par une base forte, le pH est déjà basique. Pourquoi? Parce qu'il y a la base conjuguée. Maintenant, quel est l'effet sur le pH initial? Initialement, dans le bécher, on avait quoi? On avait un acide faible. Donc, en ajoutant de l'eau distillée à un acide faible, la concentration de H3O+, va diminuer et donc le pH initial va augmenter. Ça, c'est logique aussi. Quel est l'effet de l'ajout de l'eau distillée sur le pH de demi-équivalence? En fait, puisque le volume de la base à l'équivalence est constant, alors le volume de la base aux demi-équivalence est constant et par suite, le pH reste toujours égal à pKa du couple impliqué. Ça peut s'expliquer aussi par la relation de Henderson-Hasselbalch parce qu'au point de demi-équivalence, il y a l'acide conjugué et sa base conjuguée avec le même nombre de moles et par suite avec la même concentration. Donc si on ajoute de l'eau, les deux concentrations vont changer de la même façon, donc il n'y a pas d'effet. Maintenant, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de répéter exactement ce qu'on a fait dans les deux slides précédents, mais maintenant c'est la base qui est dans le bécher, alors c'est l'acide qui est ajouté dans la burette. De même, lors du dosage, quoi que ce soit, on ajoute de l'eau distillée. Donc, quel est l'effet de cet ajout de eau distillée sur le volume de l'acide à l'équivalence, étant donné que l'acide maintenant se trouve dans la burette? En fait, lors de l'addition de l'eau distillée, le nombre de moles de base qui se trouve dans le bécher est conservé. Alors, le volume nécessaire de l'acide qui est ajouté de la burette va rester constante. Ok? Parce que vous savez bien ça, et par suite, le volume de l'acide ajouté à l'équivalence est constant, donc l'ajout de l'eau n'a pas d'effet sur le volume de l'acide à l'équivalence. L'effet sur le pH équivalence,
comme on a dit dans le cas d'un acide faible, ici à l'équivalence, dans le cas d'une base faible, le BH+, la concentration, ça veut dire de l'acide conjugué de la base faible, va diminuer, car le volume, en fait, va augmenter dû à la dilution. Tandis que le nombre de moles reste constant, alors, la concentration de BH+, étant donné qu'il a eu une diminution, le pH à l'équivalence va augmenter un tout petit peu, mais il va rester acide. Il va rester acide, et ça, c'est, je reprends le cas du dosage d'une base faible par un acide fort. Cependant, lors d'un dosage d'un acide fort avec une base forte, ceci n'a pas d'effet. Maintenant, quel est l'effet sur le pH initial? Rappelez que dans le bécher initial, il y avait quoi? Il y avait la base faible. Donc, quand on dilue une base, c'est normal que la concentration de H- se trouvant dans le bécher va diminuer et par suite le pH initial va aussi diminuer. Quel est l'effet au pH de demi-équivalence? Notamment puisque le volume de l'acide à l'équivalence est constant, donc la moitié du volume de l'acide à l'équivalent est constant et le pH au point de demi-équivalence est toujours égal à pKa du couple impliqué, donc ça va rester constant. Maintenant, c'est quoi un dosage colorimétrique? Quand je dis colorimétrique, je viens de me rappeler le mot couleur et en fait, je viens de me rappeler ce qu'on a étudié concernant les indicateurs colorés. Nous, on a fait déjà le dosage, un dosage pH métrique. La plupart de nos travaux, c'était avec un dosage pH métrique, là où il y a un pH, en fait, qui se trouve, dont l'électrode se trouvant dans le bécher et qui sert à mesurer le pH à chaque instant et qui va nous détecter le point d'équivalence. Maintenant, le principe du dosage colorimétrique, ça consiste à quoi faire? Ça consiste à utiliser un indicateur coloré. Voilà. On peut déterminer le volume d'équivalence VE d'un dosage acido-basique en utilisant un indicateur coloré convenable au dosage. Ça veut dire, dû au changement de couleur de la solution contenant l'indicateur coloré, on peut détecter le point d'équivalence. Voici ce tableau. Ce tableau montre plusieurs indicateurs colorés. Tout ça, c'est pas à retenir. Hein. C'est l'éliantine, par exemple, le bleu de brimortimol et la phénolphtaléine. En fait, l'éliantine, sa couleur change, ça veut dire la zone de virage vue dans le chapitre précédent, quand le pH est entre 3,1 et 4,1. Donc si, oubliez maintenant le si, et le bleu de bromotimol, sa couleur change, ça veut dire la zone de virage, c'est quand le pH est entre 6 et 7,6, et ça c'est pour la phénolphtaléine. Donc comment faut-il choisir l'indicateur dans le cas d'un dosage? L'indicateur le plus convenable à un dosage donné bien sûr est celui dont la zone de virage qui est là coïncide avec le saut du pH, donc aux alentours de pH équivalence. Parce que quand on dit saut, on va se rappeler la troisième partie de la courbe dans le cas d'un dosage d'une espèce faible avec une espèce forte. Par exemple, dans le cas du dosage vu dans le premier chapitre, le chapitre 5, d'un acide faible avec une base faible, on connaît bien, d'un acide fort avec une base forte, dans le cas où les deux espèces sont fortes, le pH à l'équivalence est 7. Donc l'éliantine à pH égale 7 ne va pas changer sa couleur, donc ça ne va pas indiquer le pH à l'équivalence. Donc, pour un dosage d'un acide fort avec une base faible, le bleu de bromotimol est convenable car le pH équivalence qui est 7 appartient à sa zone de virage. Et c'est comme ça qu'on peut choisir l'indicateur coloré. Le dernier objectif, c'est à propos de quelque chose qu'appelait la solution tampon. Il faut commencer tout d'abord par sa définition et les caractéristiques de cette solution. Rappelez, ou bien annotez que le mot tampon, ou bien l'adjectif tampon n'est pas demandé à l'examen officiel. Donc, vous n'allez jamais voir ce terme, à l'exception, par exemple, que s'il y a eu, par exemple, une nouvelle situation où ils vont donner, dans ce cas, ils vont la définir. Vous connaissez déjà c'est quoi une solution tampon sans connaître son nom. Parce que c'est quoi une solution tampon? C'est une solution contenant un acide faible et sa base conjuguée, tout simplement. Maintenant, d'après cette définition, on déduit que la deuxième partie de la courbe du dosage, bien sûr, je veux reprendre la deuxième partie du courbe du dosage d'une espèce faible avec une espèce forte qui contient le point de demi-équivalence représente une solution tampon. Pourquoi? Parce qu'au point de demi-équivalence, on a dit que la base faible et son acide conjugué, ou bien l'acide faible et sa base conjuguée, ça va se trouver avec les mêmes concentrations. Même si ce n'est pas avec la même concentration, le fait que la base et l'acide faible se trouvent à la fois
au point de demi-équivalence. Ceci indique donc que le point de demi-équivalence, ça correspond donc à une solution tampon. Quelle est la caractéristique? Ça aussi, c'est pas demandé, mais quand même, ces solutions sont caractérisées par un pH presque constant qui varie très peu avec la dilution ou l'addition de faibles quantités d'acide fort ou de base forte. Comment préparer une solution tampon? Je le prends pour la énième fois, ça, c'est pas demandé. Mais quand même, c'est bien de le revoir. Ou bien je sais pas, de traiter ça. La préparation. En fait, il y a 3 moyens pour préparer une solution tampon. Maintenant, si vous faites un petit pouce pour la vidéo, vous-même, vous pouvez savoir c'est quoi ces 3 moyens. La première, tout simplement, ça consiste à mélanger un certain volume V d'un acide faible avec un même volume V de la base conjuguée. Et de cette façon, on peut avoir l'acide et la base conjuguée et on obtient ce qu'on appelle une solution tampon. La deuxième, vous la connaissez déjà. Mélanger un volume V d'une solution d'acide faible de concentration C avec un volume V sur 2 d'une base forte de même concentration. Que va-t-il se passer dans ce cas? L'acide va réagir avec la base selon une réaction probablement complète et en fait, l'acide faible, ou bien dû à cette réaction, on va obtenir une base conjuguée et la base forte va s'éliminer grâce à une réaction complète entre l'acide faible et la base forte. Donc, c'est exactement le cas du point de demi-équivalence lors du dosage d'un acide faible par une base forte. On reprend au point de demi-équivalence là où il y a une solution tampon. La troisième méthode, c'est tout simplement le contraire de ça. Ça veut dire au lieu d'avoir une base, un acide faible, on va avoir une base faible sur laquelle on va ajouter un volume V2 d'un acide fort de même concentration. C'est aussi le même point d'équivalence dans le cas du dosage d'une base faible par un acide fort. Je le prends, ça c'est pas demandé. Ce qui est quand même demandé, c'est le voilà. Ça c'est une application aux solutions tampons sans dire le mot. Voilà, ça est un exercice. Lors du dosage de l'acide éthanoïque, CH3COH qui est un acide faible de concentration Ca donné, on verse dans le bécher où l'acide se trouve un volume Vb d'hydroxyde de sodium qui est une base forte de concentration Cb donnée, tel que le volume de NaOH ajouté est égal au volume de la base à l'équivalence divisé par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tombé sur le point de demi-équivalence, mais sans dire l'exercice, dans l'exercice qu'il s'agit d'un dosage. Ce qui est demandé au début de calculer le nombre de moles d'hydroxyde de sodium et d'acide éthanoïque introduit dans le bécher. On va utiliser ces valeurs numériques pour en tirer que le nombre de moles d'hydroxyde de sodium versé, le voilà, ça c'est le volume, et ça c'est la concentration, donc ça c'est le nombre de moles de base introduit. Le nombre de moles d'acide éthanoïque introduit initialement et aussi la concentration voie BA, le voilà. La deuxième consigne, c'est quoi? La deuxième consigne, c'est de déterminer le nombre de moles d'ions éthanoate à leur formée, ainsi que le nombre de moles d'acide éthanoïque restant dans le milieu réactionnel. Comme j'ai expliqué dans les slides ou bien dans les chapitres précédents lors du point de demi-équivalence, ce sont les espèces présentes. Faites bien attention, même si j'ai tracé un tableau, ça ne veut en aucun sens dire que je suis en train de travailler avec une réaction réversible qui va donc arriver à un équilibre chimique. Non, pas du tout, c'est une réaction complète. Mais j'ai utilisé le tableau pour montrer le nombre de moles des espèces présentes aux différents instants dans le milieu réactionnel. Donc au début, à l'état initial, on a introduit ce nombre de moles de l'acide et ce nombre de moles de la base forte qui vont réagir typiquement, selon une réaction complète, par un calcul stoichiométrique on peut tirer que ça c'est le limitant, donc qui va être consommé totalement, et ça c'est qui est en excès, donc c'est celui qui est restant, et ça c'est le produit obtenu parce qu'il est égal à celui du réactif limitant étant donné que les coefficients ici sont 1 et 1, c'est typique. Maintenant, on a déjà répondu, le nombre de moles d'acide éthanoïque, c'est le voilà dans le milieu réactionnel, et ça pour l'ion éthanoate. Maintenant, en déduire la valeur du pH en ce point. Qu'est-ce qu'il y a en ce point? Quelles sont les espèces présentes? C'est l'acide et sa base conjuguée, l'acide faible. Typiquement, la relation de Henderson-Hasselbalch qui est utilisée dans le cas où un acide faible et sa base conjuguée se trouvent à la fois. Voilà, ça c'est la base dans ce cas et ça c'est l'acide. Le nombre de moles de CH3COH est celui du nombre de moles de l'acide divisé par le volume total qui est le même puisqu'ils se trouvent tous les deux dans la même solution, dans le même bécher. Donc le PA en éliminant VT et VT d'ici sera égal pKa plus log du nombre de moles
de la base sur celle de l'acide. Étant donné que les nombres de moles sont les mêmes, donc log sera 1 et pKa égale 4,8. Donc c'est un cas typique du point de demi-équivalence. pH est égal à 4,8. Voilà, c'est tout. Je le peins, la solution tampon. Et tant que définition et caractéristiques et préparation n'est pas demandée, cependant l'application sur des solutions tampons sans dire le mot est demandée. Et veuillez résoudre ces exercices comme application directe de votre livre. Merci pour votre attention et au revoir.